Eh bien, nous voici de retour avec Bruno Laverdure, toujours en notre compagnie. Et cette fois, comme je vous l'avais dit en début d'émission, eh bien, nous avons un flot de questions qui sont posées par des auditeurs, des auditrices de la région, et auxquelles, d'ailleurs, Bruno, vous ne connaissez pas les questions. Ben non, parce que je les découvre là au fur et à mesure que vous allez me les lire. Voilà, donc c'est vraiment du direct, sans problème, voilà, non préparé. Alors, j'ai d'abord Françoise Dogny qui me pose la question suivante. Quelle plante peut-on mettre avec un ficus, feuilles panachées? Car aucune plante verte n'a l'air de se plaire avec ce dernier, sans doute un caractère épouvantable. Alors, moi j'aurais tendance à le laisser assez seul, effectivement, aussi, hein, ce ficus. Mais si vous voulez faire une petite composition, vous pouvez, enfin ça dépendra aussi de la taille du ficus, Benjamina. Euh, Ça dépendra un petit peu de sa taille. Mais si, par contre, on m'a dit que c'était un ficus panaché, c'est bien ça? Absolument. Alors, moi, j'aurais tendance à reprendre d'autres couleurs. Il ne faut pas rester dans le panaché. Il va falloir des couleurs qui tranchent. Oui. Il va falloir peut-être, pourquoi pas, une plante plutôt verte. Et on travaille toujours en chiffres impairs en ce qui concerne des petites compositions. Alors là, vous allez avoir le ficus panaché qui va être en point haut, parce que le ficus a toujours tendance à se développer assez. Et ensuite, eh bien, des plantes un peu plus petites, d'une mi-hauteur, et éventuellement une plante retombante. Alors en plante retombante, on resterait sur du panaché. Je pense au pothos, par exemple. C'est une plante qui est assez... Répétez ça. Le pothos. Le pothos. Alors c'est une plante verte qui a des feuilles panachées jaunes et vertes et qui peut donner une couleur, mais ce sera le point retombant de cette composition, ou un ficus repince. Alors c'est un ficus rampant à petites feuilles qui va aussi pouvoir orner le point bas. Et puis en mi-hauteur, bon, moi j'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur des crotons aux couleurs d'automne, c'est assez sympa. Alors si vous mettez un croton dans une composition comme ça, pour que ça soit à peu près aux mêmes arrosages, eh bien l'idéal c'est de laisser par exemple cette plante-là avec son pot dedans, et vous cachez le dessus de la composition de manière à ce qu'on ne voit pas que le pot est resté, et le croton pardon, demandera beaucoup moins d'eau, donc vous l'arroserez beaucoup moins par rapport à cette composition. D'accord. Eh Mais, bien, mais autrement, oui. vous allez voir votre spécialiste jardin, et puis il fera un plaisir de vous conseiller telle ou telle plante qui pourra s'associer avec ce ficus panaché. Bien sûr. Alors on passe à la seconde question qui est de Gisèle de Plantière. Il y a une double question d'ailleurs. Gisèle de Plantière s'inquiète. Parce que maintenant que les nuits sont fraîches, bon, elles descendent en dessous de 10 degrés là en ce moment régulièrement, dois-je rentrer mes plantes grasses qui sont sur ma terrasse? Les plantes grasses, non, moi j'attendrai que ça arrive aux alentours des 0 degrés pour le faire. Ah, des petites gelées blanches? Oui, oui. En général, déjà, je pense qu'elle est en ville, donc avant d'arriver à avoir des gelées assez fortes, je pense que les alarmes se feront à la campagne. Alors dès qu'il y a des gelées en campagne, à ce moment-là, elle peut songer à les rentrer, ces plantes grasses. Et souvent, les plantes grasses, comme les cactus, ont besoin d'une période de froid pour pouvoir refleurir correctement au printemps d'après. Ah, d'accord. C'est assez important. Et si possible, ces plantes grasses ou ces autres plantes, bon, il y a l'épiphyllum aussi, le cactus de Noël, qui peut être sorti dehors pendant les mois d'été. Eh bien, c'est de les rentrer, mais dans une pièce pas trop chauffée ou pas chauffée du tout, ça serait l'idéal. Qui est une transition progressive, dirons-nous. D'accord. Et toujours dans ces plantes qui sont sur sa terrasse, à cette dame Gisèle, eh bien, elle a un kalanchoé à grosses feuilles. Connaissez-vous cette variété? Oui, oui, Parce qu'il ne fleurit pas. Alors le kalanchoé, la particularité, c'est qu'il lui faut 14 heures de nuit par cycle de 24 heures pour pouvoir fleurir. Ah, Alors donc il faut qu'il subisse l'automne en fait, ce kalanchoé. Mais par contre, il ne faudrait pas qu'il soit éclairé par des éclairages de ville ou autre. Il faudrait qu'il ait un noir absolu pendant 12 heures. Vous faites ça pendant un mois pour qu'il refleurisse naturellement. d'accord. Bon, s'il était à la campagne dans des lieux normaux, il refleurirait naturellement. Qu'il n'y ait pas de phare, de voiture, aucune lumière la nuit, il refleurirait naturellement. Mais souvent, la ville amène des lumières supplémentaires qui l'empêchent de refleurir à lui. Et en même temps, on dit toujours qu'une plante qui souffre se met à fleur. C'est-à-dire qu'on fait souffrir le kalanchoé, on l'arrose pratiquement plus, juste de quoi le maintenir en vie, et il poursuivra sa floraison.
D'accord. Une toute dernière question très rapide de Gisèle de Plantière. Elle a un Ficus benjamina à l'intérieur de sa maison et il est collant. Ses feuilles sont collantes, de façon régulière d'ailleurs, hein, et c'est très désagréable parce qu'en plus cette colle tombe sur le plancher ou sur la moquette. Y a-t-il un remède à cela? Alors c'est ce que l'on appelle la fumagine, c'est lié à de la cochenille, c'est des espèces de petits insectes à carapace. Vous soulevez les feuilles et sous la nervure principale vous allez voir des espèces de carapaces qui sont là et c'est un insecte. Le mieux ça serait de le traiter contre la cochenille ou éventuellement vous prenez un coton que vous imbibez d'alcool et que vous passez sous les feuilles. D'accord. Voilà, alors il y a Simone maintenant, Simone qui est de la Grange aux Bois. Alors elle a un autre problème, c'est, enfin la question en tous les cas est la suivante, peut-on bouturer, alors là je regarde bien ma feuille, des dipladénias? Alors le dipladénia c'est assez compliqué quand même à bouturer, mais ça peut se faire. Parce que ça a un latex blanc, c'est un espèce de lait quand on le coupe, et c'est pas toujours évident à cicatriser. Alors il faudrait le faire en deux temps, c'est-à-dire que là elle va la prendre une petite pointe de ce dipladénia d'environ 5-6 cm, le couper et ensuite essayer de faire cicatriser légèrement la plaie. Hein, avec de l'eau, un coton et de l'eau tiède éventuellement pour cicatriser la plaie. Et ensuite seulement, à ce moment-là, comme c'est une plante relativement difficile à bouturer, ça serait de prendre des hormones de bouturage que vous trouvez dans le commerce, qui va faciliter l'enracinement. Et ensuite, eh bien, mettre ça dans un petit pot avec un terreau assez léger ou même directement dans de la tourbe et recouvert avec un bout de bouteille plastique pour faire un effet de serre. Voilà. D'accord. Et toujours Simone a, elle, un autre problème, c'est avec les lauriers. Alors elle nous dit, j'ai des lauriers dans un bac, les feuilles en sont, dont ont leur bord marron, leur bord marron qui est sec, quelle en est la cause? Alors, je pense peut-être au laurier rose, c'est pas précisé. Non. Mais je pense au laurier rose parce que ça arrive souvent sur ce type de plante. Ça peut être lié souvent à des excès d'eau. Hein. C'est souvent lié à ça. Je vois pas autre chose là. Il faudrait qu'éventuellement elle reprécise la question, mais je pense que c'est souvent dû à des excès d'eau. Toujours attendre pour les lauriers roses que l'on peut avoir en pot comme ça, toujours attendre que la motte soit bien sèche avant de renouveler l'arrosage. Je crois que c'est la règle. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que Simone de la Grange aux Bois est une auditrice fidèle qui pose des questions et elle m'a transmis un message à votre attention, Bruno. J'ai suivi les bons conseils de Bruno Laverdure, j'ai planté des boutures de forsythia après le 15 août et ça semble prendre. Oui, c'est des plantes qui se plantent en bois aouté. Alors aouté, c'est qu'il faut attendre le 15 août pour pouvoir le faire. On va presque attendre la cérémonie de la Vierge pour commencer à faire ces boutures. Et également, ce qu'il y a au 15 août, souvent on déplace aussi les iris qui ont une période, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut les déplacer. D'accord. Alors là, on franchit la Moselle et on va à Sichazel où il y a Evelyne qui nous dit « Je constate que mes marronniers perdent leurs feuilles prématurément au mois d'août. Est-ce un parasite, un champignon ou la conséquence de la sécheresse ?» Alors là, c'est difficile. Moi, ça fait plusieurs années que je remarque ça, aussi bien à Metz que dans les alentours, ou dans d'autres villes autour, en Lorraine en particulier, que les marronniers ont tendance à sécher d'assez bonne heure. Là, je crois que c'est un phénomène climatique, on ne peut pas faire grand-chose. C'est désolant, mais c'est comme ça. Et c'est déjà presque un prémisse de l'automne. Hein. Ils sont en avance sur tous les autres. Ça peut être lié aussi à des phénomènes de pollution et autres. Mais là, je crois qu'on ne peut rien faire, vraiment, personnellement, pour pouvoir enrayer ce problème. Alors, la même Evelyne de Sichazel nous dit « Je viens de recevoir des graines de laitue d'hiver, notamment de la romaine rouge d'hiver et de la passion blonde. » Alors sa question est la suivante, est-il encore temps de les semer, là au 20 septembre quoi? Oui, tout à fait. Alors pour que ça démarre et que ça lève assez facilement, l'idéal c'est de les mettre sous cloche ou sous tunnel pour redémarrer. Et ensuite vous allez les repiquer, mais il faudrait les repiquer avant les premières gelées, ça serait pas mal, ça leur permettrait de redémarrer très rapidement. Alors, il faut une quinzaine de jours pour la lever si vous la mettez sous coque ou si vous les protégez du froid. Et ensuite, eh bien, vous les repiquez sans problème, ça va pousser tranquillement au fil de l'hiver.
Alors, on reste chez Chazelle, mais on quitte Evelyne pour arriver chez Christelle, qui nous dit qu'elle a du buis qui se met à brunir. Ses branches se dessèchent. Est-ce qu'il y a un traitement spécifique? Là, il faudrait peut-être franchement voir les feuilles. Ça peut être lié à plein de choses. Mais le buis, normalement, est une plante quand même très très résistante, hein. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un produit mis aux alentours? Il y aurait plein de questions à poser à cette dame pour arriver à cerner un peu le problème. Ça peut être lié à plein de choses. Ça pourrait être lié, on ne sait pas s'il est en pot déjà. On ne sait pas s'il est planté. Non, il n'est pas en pot. Il n'est pas en pot, il est planté. Est-ce que c'est en bord éventuellement de rue, en bord de voisins? Non plus. Non plus. Oui, parce que je la connais, cette dame. D'accord. C'est des buis qui sont placés dans le jardin. Dans le jardin, Oui. et qui sèchent comme ça. Ça pourrait être lié à éventuellement un excès d'eau, oui, c'est possible, ça pourrait être ça. Mais là, très honnêtement, il faudrait quand même voir quelques feuilles pour vraiment détailler et dire c'est plus telle ou telle chose. Toute dernière question de Annick de Queuleux. Annick de Queuleux a un Saint-Polia à fleurs blanches qui refleurit régulièrement, mais qui ont des feuilles qui jaunissent. Alors, est-ce que c'est dû à un excès d'eau? On en parle beaucoup d'eau aujourd'hui, hein, ou de lumière, par exemple? Alors, la violette du Zambara, comme elle s'appelle, c'est une violette qui vient d'Afrique du Sud. Vous pouvez me répéter? Violette du Zambara. Du Zambara, très bien. C'est une violette qui vient d'Afrique du Sud, en fait, et qui est cultivée avec ses feuilles velues et agréables. Alors, il y a plusieurs conseils à donner. C'est une plante qui demande très très peu d'eau. Alors il faut vraiment attendre que la motte soit enfin que la terre soit bien sèche avant de renouveler l'arrosage. L'autre conseil aussi, parce que souvent nos auditeurs ont quelques problèmes pour les faire refleurir, c'est de couper la rosette du milieu, c'est-à-dire supprimer les toutes petites feuilles à un moment donné, les faire sécher un petit peu plus même. Et là, on verra un beau Saint-Polia qui va réapparaître en fleurs. Également, au niveau de l'arrosage, ça supporte mal les eaux calcaires, puisque c'est une plante légèrement de terre acide. Alors, moi, si l'eau est calcaire, c'est de rajouter quelques gouttes de citron dans l'eau d'arrosage. Ça sera une solution simple et qui peut-être permettra à ce Saint-Polia de reverdir et de reprendre une couleur vraiment d'un vert foncé brillant. Eh bien, écoutez, voilà, notre émission est déjà terminée. C'est vrai que c'est passionnant d'écouter les conseils de notre ami Bruno, que nous retrouvons, je vous le rappelle, allez, disons un mois, aux environs du 15-20 octobre. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait, Jean-Jacques. Et en attendant, n'oubliez pas de consulter déjà les catalogues d'automne qui sont sortis chez vos horticulteurs ou chez vos maraîchers. D'accord.